Cabral Libye. Est-ce que cette mesure d'apaisement ne va pas ouvrir la porte à une montée des enchères, par exemple cette revendication au fédéralisme? Non, mais la revendication fédéraliste ne saurait être perçue comme un enchérissement. Non. Elle est là depuis des mois, depuis novembre 2016. Comme la décentralisation. D'abord, je voudrais rassurer le prof. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent une chose et son contraire. Oui. C'est-à-dire, il y a longtemps que j'ai dit, libérons les personnes arrêtées indûment. Moi aussi. Et puis, pour la paix sociale, libérons même des personnes convaincues d'actes répréhensibles, mais que ce soit clairement vu et dit comme étant une générosité républicaine, afin que ces personnes s'engagent à ne plus recommencer. Quel que soit le niveau de crise, brûler un établissement scolaire doit être condamné. Même dans les pays les plus démocratiques du monde, lorsque vous cassez un véhicule, vous allez en prison. D'ailleurs, là-bas, ça se fait très rapidement. Donc, même si on doit libérer des gens qui ont brûlé des écoles et autres, il faut que ce soit clairement dit qu'on les libère parce que on veut la paix. Justement, l'approche de Paul Biya, qui a consisté à tout mélanger, en libérant au même moment et les innocents et les coupables, il brouille finalement le signal de la paix et de la préservation. Non, en fait, quand je dis... Non, attendez, il a compris, il a corrigé. Quand je dis coupable, bien sûr, je corrige. On est coupable, je suis quand même juriste dans une autre vie. Oui, non, corrigez. Non, le professeur, il a corrigé. Il a corrigé. D'accord, non, ne faisons vous laissez Cabral terminer maintenant. Cabral, allez terminer. C'est comme ça que vous voulez être candidat. Donc, mais c'est vous. On ne fait pas de faute quand on veut être président de la République. D'accord, il a compris. Ok. Je ne suis plus à ce niveau-là. Quand je parle de culpabilité, c'est-à-dire des gens contre qui... Pas de commentaires, vous avez corrigé. Continuez, Cabral. Je précise ma pensée parce que vous ne l'avez pas bien saisi. Non, ne précisez pas. C'est pour vous que je précise. On n'a plus beaucoup de temps, Cabral. J'insiste. Ne précisez pas. Vous êtes brillant. Moi, je vous connais brillant, Cabral. Sans fantaisie. Vous ferez que dans ma brillance, je précise que des personnes contre qui des charges matérielles sont retenues, on peut les libérer dans le cadre de la générosité républicaine et de la recherche de la paix. Mais maintenant qu'on a voulu tout mélanger, on a créé un autre problème. Et je voulais, dans le prolongement de Maître Sim, préciser que oui, effectivement, on a arrêté des poursuites. Mais si vous lisez bien jusqu'à l'article 15, vous voyez, il y a un petit alinéa à l'article 15 qui dit que les poursuites peuvent reprendre si c'est nécessaire ou s'il y a des éléments nouveaux. Ça veut dire que les personnes qui ont été libérées, en fait, sont placées en sursis. À tout moment. On n'est plus à ce moment. On est plus... C'est compliqué avec vous, hein. Oui, professeur, vous laissez quand même... Non, je veux dire qu'on n'est plus à ce niveau. Vous laissez quand même allons vers l'apaisement, vous laissez terminer. C'est compliqué. Vous laissez terminer donc. Terminez, Cabral. Vous voulez effrayer ces gens. 30 secondes, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Il ne faut plus effrayer ces gens, c'est ça mon problème. Professeur, l'apaisement doit commencer sur ce plateau. D'accord. Permettez à Cabral... Et rassurez-vous, tout ce que je dis là, je n'apprends rien à Borbala, qui est un très brillant juriste, vous le savez. Donc, il y a deux types, pour en venir à votre question, il y a deux types de préoccupations de fond qui sont connues de tout le monde. Il y a des préoccupations socio-professionnelles et des préoccupations politiques. Si vous voulez, remplacer préoccupations par revendication. Les préoccupations ou les revendications socio-professionnelles ont commencé à trouver des réponses. C'est indéniable, c'est indiscutable. Bravo. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Les préoccupations ou les revendications à caractère politique, elles, ne trouvent toujours pas de début de solution. Parce que le dialogue auquel vous appelez, c'est un dialogue politique. Pour aborder des questions politiques qui ont trait notamment à la forme de l'État, vous parlez de fédéralisme. Et curieusement, il y a peut-être 6 mois, les revendications socio-professionnelles étaient le principal et les revendications politiques étaient l'accessoire. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Les revendications politiques semblent avoir pris le pas sur les revendications socio-professionnelles, en partie à cause de la condescendance et du mépris. Absolument. On est obligé aujourd'hui, qu'on le veuille ou non,
Et c'est peut-être ce qui finalement fera que vous puissiez le remplacer ou le battre au primaire, là-bas dans le RDPC. C'est qu'il faut que votre candidat... S'il n'est pas candidat, c'est là où je parle. Il faut que le président de la République accepte de détabouiser la question de la forme de l'État et d'ouvrir un dialogue là-dessus, ne serait-ce que l'ouverture d'un dialogue. L'actualité ces derniers jours est marquée par le retour de l'opération Épervier, pour évoquer un autre aspect de cet entretien. Beaucoup de personnalités arrêtées et qui vont l'être certainement dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier une telle réaccélération de l'opération Épervier? Je ne sais pas. Peut-être la justice ficelait les dossiers. Et subitement, les dossiers sont prêts là. Maintenant. Donc, écoutez, qu'il y ait moins de criminels en divagation. Si jamais ces personnes sont convaincues des crimes qui leur sont reprochés, parce que je rappelle, sur le fondement du préambule de la Constitution jusqu'à l'établissement de l'irréfutabilité d'une accusation, le prévenu est réputé innocent. Donc, mais lorsqu'on en arrive à incarcérer des gens, c'est que le juge dispose d'éléments qui vont au-delà des indices et qui se rapprochent des charges, sous réserve d'en apporter la preuve par la suite, selon la nouvelle direction qui a été donnée par le nouveau Code de procédure pénale de 2005. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, pour moi, ce n'est pas un événement. En fait. Je veux dire, un entassement de gens dans une prison. Bon, je partage la saveur de l'écume. Mais comme l'écume se dissipe vite, moi, je n'y reste pas longtemps. Parce que je vais au-delà. On peut toujours... Ça va durer 2 jours. Vous savez, on est dans un pays où les buzz se succèdent, mais ne donnent jamais rien. Un matin, on vous dit, non, Zogo a étranglé un enfant au quartier. On en parle 3 jours. Non, 3 jours après, non, Cabral Biya a raclé un taximan. 5 jours plus tard, non, Frundi a insulté Paul Biya. Ça fait la une des journaux. 7 jours plus tard, non, mais Bengo a changé de costume. Alors, est-ce que finalement... d'un buzz à un autre, rien n'en sort. Oui, est-ce que finalement... Je crains. Est-ce que ce n'est pas une manière de brouiller les pistes? Que ces nouvelles arrestations ne visent pas simplement à détourner l'attention de la crise anglophone. Je l'espère. Pour celui qui ordonne les arrestations. Parce que l'entassement des gens à Kondengui, oui, c'est une information, mais ça ne nous apporte rien. Déjà, ils ne sont même pas encore jugés. Parce que c'est le jour où ils seront jugés qu'on saura si les biens qu'ils ont supposément volés nous reviennent ou pas. Et on est même dans un environnement où il y en a qui ont été condamnés, mais leurs biens jamais saisis. Jamais saisis. Alors, vous et moi, M. Zogo, à quoi ça nous avance? D'ailleurs, j'ai appris ces derniers temps qu'un ministre récemment parti du gouvernement a été arrêté hors du Cameroun et ramené Manu Militari. Alors, ce qui m'étonne, c'est que ce ministre, selon les éléments que j'ai pu recouper, est poursuivi pour des faits qui lui sont reprochés et qui sont établis avant qu'il ne soit ministre. Mais il a quand même reçu une prime au vol. En étant ici ministre, et celui qui lui a donné cette prime la lui enlève et le ramène au point de départ. J'ai envie de demander c'est quoi le plan. Alors, donc j'espère que ce n'est pas pour nous détourner de la crise anglophone. Et la crise anglophone, vous la trouvez, vous pensez que... J'espère aussi, avant de venir à la crise anglophone, que ce n'est pas une tentative pour ceux qui donnent ces ordres de se réconcilier avec le peuple, en lui servant quelques têtes coupées le long des rues. En revanche, je suis à peu près certain que c'est un message que celui qui donne ces ordres envoie à ses créatures, leur rappelant qu'on va en année électorale. Sachez que je vous observe, que je vous tiens en respect. Celui qui bouge, je tire. Mais venons à la crise anglophone. Oui, justement, vous dites que c'est une manière de détourner, ça pourrait être une manière de détourner de cette crise-là. Elle est grave. Comment la jugez-vous à l'heure qu'il est? Est-ce qu'il y avait les enlèvements et autres? Mais on n'en parle plus beaucoup dans les médias. La crise anglophone est effectivement devenue grave, notamment avec l'escalade des kidnappings, qui sont inacceptables et que je condamne avec la dernière énergie. Parce qu'une chose est de revendiquer tout ce que tu veux, mais une autre est de tuer les gens ou
d'enlever les gens. Bon, je me suis d'ailleurs réjoui d'entendre que certaines personnes kidnappées ont été libérées et hélas, certains y ont d'ailleurs laissé la vie. Et c'est l'occasion de saluer la bravoure encore des forces de l'ordre de sécurité qui travaillent à cela et qui, j'imagine, elles-mêmes sont piégées par cette affaire. Tout à fait. Parce qu'à la vérité, la crise anglophone, je le dis encore, on aurait pu l'éviter. Il y a eu une succession d'erreurs qu'on ne veut toujours pas corriger. C'est devenu militarisé. Moi, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Je veux simplement dire, la bonne solution, c'est le dialogue. La bonne solution, c'est le dialogue. Ouvrons le dialogue. Maintenant, la question qu'on m'a souvent posée, c'est dialoguer avec qui? Ouais, puisque du côté du pouvoir, c'est dialoguer avec qui? Il n'y a personne avec qui on peut dialoguer. Non. D'abord, il faut dialoguer avec le pouvoir lui-même. Il faut que le pouvoir lui-même, quand je dis dialogue, il faut que le pouvoir lui-même soit disposé à dialoguer. Le président l'a dit le 31 décembre, c'est vrai que 7 jours plus tard, il ramenait des gens capturés au Nigeria. C'est quand même un drôle de dialogue. Mais effectivement, si on avait continué à dialoguer avec les Agbobala et autres, le consortium, qui portaient des revendications corporatistes et fédéralistes, on aurait peut-être pu désamorcer. On ne l'a pas fait. On les a jetés en prison en leur prêtant un agenda sécessionniste. Ils sont allés en prison et les vrais sécessionnistes ont gagné du terrain. La situation est dans l'impasse. C'est pour ça que je plains les soldats qui y sont. Parce que les Camerounais tirent sur des Camerounais. La question que je pose aujourd'hui, à quoi avons-nous affaire en réalité? Je pose une série de questions. Avons-nous affaire à une bande armée extérieure, un ennemi étranger? Avons-nous affaire à une bande armée interne qu'il faut traiter comme telle parce qu'elle tue, assassine, kidnappe? Avons-nous affaire à une armée citoyenne? Le peuple, dans tout ça, est de quel côté? Ce peuple qui fuit on a au moins au Nigeria, près de 50 000 réfugiés camerounais. il fuit qui? Les sécessionnistes ou l'armée? Ou l'armée. Parce que si le peuple fuit les sécessionnistes, dans ce cas, on a une autre perception de la chose. Mais si le peuple fuit l'armée, ça veut dire que l'armée confond le peuple aux sécessionnistes. Et si l'armée a de bonnes raisons de le faire, ça veut dire que le peuple soutient les sécessionnistes. Et si le peuple soutient les sécessionnistes, il faut se poser la question pourquoi. Ça nous ramène au point de départ. En tout état de cause, la solution est politique. Il faut ouvrir le débat sur la forme de l'État. On est dans l'impasse, personne n'a la solution miracle. Mais la préconisation que je fais pourrait participer de la décrispation de la situation. Bon, le président de la République, comme dit-on, il est maître dans l'art du contre-pied. Au moment où il faut prendre une décision politique, il prend une décision politique nominative et concède 2 ministères de souveraineté aux anglophones. Aux anglophones, ce qui est inédit, je crois. Parce que jusqu'ici, avec le Premier ministre, il ne se sentait pas obligé de donner encore des ministères de souveraineté aux anglophones. Maintenant, il l'a fait. Bon. Est-ce que ça va décrisper la situation? Je crains que ce ne soit pas encore le cas. Parce que dans la foulée, il a créé une 5e région militaire. Je crois que la solution aujourd'hui, c'est d'essayer de ramener tout le monde autour de la table et d'ouvrir le débat sur la forme de l'État. Nous, dans ce débat, nous sommes prêts à participer en proposant notre offre de régionalisation. Alors, un dernier mot, c'est l'affaire Sarkozy qui a été placée en garde à vue dans le dossier libyen, financement de sa campagne par Kadhafi. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, notamment en ce qui concerne la relation entre la France et les leaders africains? Écoutez, je suis comme tout le monde les développements. La première chose qui m'intéresse, c'est l'indépendance de la justice. C'est qu'on a quand même là affaire à une justice qui est en train de régler un problème qui engage un ancien chef d'État qui est toujours puissant dans le champ politique
français. Ça là, je le loue. Maintenant, attendons effectivement que la justice suive son cours. Parce que moi, j'ai été profondément heurté par la façon dont Kadhafi a été assassiné. D'abord la brutalité, mais on me dirait brutalité pour brutalité, lui-même n'était pas vis-à-vis de ses adversaires qu'il traitait volontiers de rats et qu'il gazait quand il était un peu énervé. Mais c'est surtout le comportement de l'Afrique, des autres chefs d'État africains. Parce que pendant que Kadhafi est pilonné et assassiné, on aurait bien pu l'arrêter. On aurait pu la traire en justice. Tout ce qu'on veut. Mais les chefs d'État étaient réunis, je crois, à Malabo, à une session de l'Union africaine. Et ils parlaient de la jeunesse. Personne n'a osé en dire un mot. Pourtant, Kadhafi, au-delà de ses frasques, c'est quelqu'un qui avait une vision pour l'Afrique. Et qui faisait des sacrifices énormes pour l'Afrique. Au moment où il a été attaqué, ne serait-ce que pour ça, l'Afrique n'a pas su lui montrer cette reconnaissance. Après sa mort, quelques langues se sont déliées isolément pour s'en indigner. Mais c'était tard, hélas. Donc, pour le cas Sarkozy, attendons de voir ce que la justice de son pays fera de lui. Mais si jamais il se confirme qu'il a vraiment pris l'argent de Kadhafi pour finalement l'assassiner, ça me heurterait, et j'imagine beaucoup d'autres Africains et Français, non pas tant parce qu'il aurait tué Kadhafi ou œuvré à le tuer, mais qu'il l'aurait fait pour simplement effacer certaines traces. C'est ça qui serait alors, en ce moment-là, perçu comme une attitude horrible et inacceptable. Mais attendons que ça se développe. D'ailleurs, j'en profite pour régler le problème de la double nationalité, madame Forceau. Évidemment qu'il faut... Moi, je ne sais même pas pourquoi on fait un débat pour viser le code de la nationalité de 68. Je ne sais pas pourquoi c'est un débat. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est un débat au Cameroun. Le code de la nationalité de 68 a interdit la double nationalité pour une seule raison. On est en 68, la crise indépendantiste n'est pas close. Beaucoup de gens s'enfuient parce qu'ils fuient la répression. Et le système gouvernant de l'époque, nous voulons donc plus que ceux qui ont fui et qui, pour s'intégrer à l'étranger, ont dû changer de nationalité. Il a donc mis le verrou de nationalité pour que ceux qui sont partis et qui ont changé de nationalité ne puissent plus jamais revenir au Cameroun. On a conditionné la réintégration de nationalité à un décret. Parce que ça existe en fait. On peut recouvrer la nationalité camerounaise, mais par décret. Et c'est cette méfiance qui est restée jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut casser la méfiance. Il faut réinstaurer la confiance entre compatriotes. Et le verrou de double nationalité consolide cette méfiance. Vraiment, j'ai envie de parler comme un pasteur. Aimons-nous les uns les autres. On est tous Camerounais. Aimons-nous. Pourquoi on fait des pièges dans les lois pour empêcher aux gens de revenir? La seule nuance que nous, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut apporter, c'est qu'on s'est rendu compte malheureusement avec ce système que réinstaurer la double nationalité totale tout de suite serait aussi un piège à con. Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent maintenant la double nationalité comme refuge. Ils volent l'argent, ils sont nombreux là, ils gouvernent le Cameroun, ils ont la double nationalité. On ne sait même pas pourquoi. Que quelqu'un vienne en Belgique et qu'il acquiert la nationalité belge pour s'intégrer, ça s'explique. Quelqu'un est ministre depuis 10 ans. Il change de nationalité pourquoi? Si ce n'est pour créer des embrouilles, parce que c'est eux qui créent la confusion. Ils ont tous les doubles nationalités dans la poche. Quelqu'un est DG depuis 20 ans, il est français. Parce qu'il sait que le jour où on lance les poursuites, il court rapidement invoquer sa nationalité, comme l'a fait Thierry à Tangana, après avoir construit à 27 ans les 2 immeubles qu'on voit tous à Siméon à Yaoundé. Quel enfant de 27 ans à ce moment-là pouvoir avoir les milliards comme ça, si ce n'est le vol? Après, il a utilisé la nationalité pour essayer d'échapper à la justice. Et d'ailleurs, finalement, ça a marché parce qu'ils ont exercé des pressions. Donc, nous pensons que si nous prenons le pouvoir, au moins les 5 ans qui suivent là, on nuance la nationalité. De telle sorte que toute personne qui a la double nationalité ne peut accéder à certaines fonctions, au moins pendant 5 ans. Le temps pour nous de faire d'abord, de bien détecter qui est caché derrière quelle nationalité. Parce que moi, je ne peux en aucun cas
vous mettre dans le même panier que Adolphe Moutiki. Je sais qu'il est français. Parce qu'il est allé voter à l'ambassade de France. Il est DG de la SNH depuis 28 ans. Et il est français. Vous là, vous êtes belge, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, parce que vous voulez vous intégrer en Belgique. Quelqu'un qui est DG depuis 28 ans est devenu français là en deux temps, pourquoi? Simplement pour utiliser cette... Mais quand on lance le débat de la double nationalité, il parle plus fort que vous. Hein. Il est même le premier à défendre la double nationalité. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est suspect. Et du coup, il crée la confusion. Donc, il faut d'abord faire au moins pendant 2 à 3 ans une sorte de purge de la double nationalité pour instaurer la... Mais d'emblée, il faut réviser et instaurer la double nationalité. Donc, la seule nuance sera que, bon, double nationalité, là, pour être quand même ministre là, ou DG, on se donne juste 2, on va mettre peut-être 2, 3 ans. On commence d'abord à vérifier pour mettre à jour le fichier de suivi de nationalité. Parce qu'il y a une autre chose.